moi, je suis emballé. Je me dis, waouh, il en veut 1000. Bah, clairement, je vais en commander 3000. Alors que j'avais un portefeuille pour en acheter que 1500, voire 1800 max. Je me suis emballé. Il m'a rien pris. Il m'a rien acheté. Je me suis retrouvé avec 3000 paires qu'il fallait vendre. Et surtout, mon oncle n'était pas au courant. Que j'avais joué avec son argent. Ah ouais. Donc, il a fallu lui dire. Ça, c'est dur déjà. C'est très dur. Ouais. Quand surtout on t'a fait confiance, quand tu as accès à tout, et que là, en fait, tu lui dis clairement, j'ai trahi ta confiance. Hey, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en lumière les gens qui font tout pour s'accomplir. Valoriser l'état d'esprit de celles et ceux qui font nos cités de France. L'objectif est simple, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est prête à tout pour réussir, surmonter ses épreuves et tout donner pour aller au bout de ses rêves. Authentique, sincère et sans langue de bois, comprendre qu'on n'a pas qu'une vie, mais qu'une mort, c'est là où je veux t'amener. À la fin de chaque podcast, je fais un parallèle avec les cultures urbaines. Alors, reste jusqu'au bout. C'est un podcast bimensuel que tu retrouveras les mercredis, un à la mi du mois et le second à la fin du mois. Merci pour ton soutien, tes commentaires, tes notes. Grâce à toi, ça permet de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Je te présente Ibrahima Sissoko, entrepreneur, autodidacte, peut-être même philanthrope quelque part. Un sacré parcours de vie. Tiens, par exemple, il a été diagnostiqué haut potentiel quand il avait 30 ans. Et ça, c'est rien. J'en dis pas plus. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Première question pour toi. Comment va ton cœur ? Il va plutôt bien. Ouais. Il va plutôt bien. J'ai pas de soucis particuliers. C'est vrai que le cœur d'un entrepreneur, c'est assez important. Ça soit quand on parle de cœur, c'est de façon explicite, soit la santé, mais ça peut être également au niveau relationnel. Et on se porte plutôt bien, donc ça va. Eh ben, je suis content. Très bien, merci pour cet échange. Deuxième question, est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse à travers ton quartier ? Ma jeunesse à travers mon quartier. Waouh, très bonne question. Très bonne question. Moi, je suis né à Paris dans le 19e arrondissement. Et ensuite, on est arrivé très tôt à Chanteloup-les-Vignes, dans 78. Un quartier populaire, assez agité, surtout dans les années 80, où en fait, on avait plus de 62 nationalités, donc 62 communautés différentes, donc beaucoup de melting pot, beaucoup d'échanges, beaucoup de, on va dire, pluriculturalité. Moi, j'ai aimé mon quartier. J'ai vraiment beaucoup aimé mon quartier parce que on est tous ensemble. On n'avait pas de distinction d'origine, de race, de couleur. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas à l'époque. On n'en parlait même pas. On ne le voyait pas. Il s'appelait comment ton quartier ? La Noé. Okay. Chanteloup-les-Vignes à la Noé. Dédicace. Ouais, dédicace. toujours. On n'oublie pas d'où on vient. C'est important. Ouais, grave important. Et là-bas, en fait, les bases, c'est l'entraide, la solidarité. En face de chez nous, il y avait des Marocains. La famille d'Amiri, famille de cœur. On a grandi avec eux. Il y avait des Comoriens, Ahmed, il y avait des Sénégalais, il y avait de tout. Et en fait, on grandissait ensemble, on se posait pas de questions. Et je pense que c'est ce partage de culture, ce partage d'héritage, de transmission de valeurs, de principes qui nous a forgés et qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui et ce qu'on est chacun. Parce que même aujourd'hui, 30 ans après, même si on a pour la plupart déménagé, on se voit pas forcément. Mais quand on se revoit, on passe du temps de qualité ensemble, où on évoque bien évidemment des souvenirs, ce qui nous a permis de nous construire, des échecs comme des réussites, et des parcours un petit peu atypiques. Parce que forcément, quand tu es dans un quartier, tu as beaucoup de choses à raconter sur ton parcours, et que pour t'en sortir, il faut souvent s'émanciper, il faut aller dans d'autres quartiers. Ouais. Après ce quartier, tu essaies de découvrir d'autres sphères. Moi, pour ma part, j'ai pas mal voyagé. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc moi, mon quartier, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la base. C'est la base. Ouais. Tu m'avais raconté une anecdote quand t'avais vu ton oncle arriver chez toi avec l'histoire de la Nintendo. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, c'est ce qui a forgé, je pense, ce côté entrepreneurial.
c'est que à l'âge de 10 ans, c'était en 88, ouais, c'est ça, 88, 89, à peine 10 ans. Bon, déjà, il faut que je raconte que j'ai la chance que, de par mes origines, je suis malien soninké, on a toute une partie où, en fait, les soninké, généralement, bougent beaucoup. Ils émigrent. Il y en a qui sont plus ou moins travailleurs et d'autres sont plus ou moins commerçants. Et moi, du côté de la famille de ma mère, c'était des commerçants. Des commerçants qui ont plutôt bien réussi. Bon. Donc moi, à l'âge de 9, 10 ans, j'ai mon oncle qui vient de Thaïlande et qui arrive chez nous. C'était la première fois que je le voyais. J'avais beaucoup entendu parler de lui et on l'appelait Sako, de son nom de famille, mais Little Sako, parce qu'il était assez petite taille, mais très charismatique. Donc moi, il arrive chez nous, à cette époque-là, la Nintendo venait de sortir au Japon. Il arrive avec une Nintendo. Waouh! Personne n'avait une Nintendo dans mon quartier. Donc déjà, c'était un cadeau qui était extraordinaire. On était précurseurs de ça et surtout, on avait une Nintendo, une console. Cette personne-là, j'ai appris à la connaître, à la découvrir. Et tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est? Pourquoi? Comment? Et là, j'ai compris que c'était ce que j'appellerais plus tard un entrepreneur, mais pour moi, c'était d'abord un commerçant. Ok. Parce que quand je pose la question à ma mère, je lui demande, mais qu'est-ce que tonton fait? Elle me dit, c'est un commerçant. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il achète des choses et il les revend et il gagne beaucoup d'argent. Dans la tête d'un enfant de 9, 10 ans, ça marque. Ouais. Surtout que j'avais vu qu'il avait pas mal d'argent avec lui. À l'époque, se balader avec des espèces, c'était encore autorisé dans la France de l'époque. Donc très rapidement, j'ai voulu comprendre ce qu'il faisait et on s'est surtout lié de plus qu'un oncle et son neveu, mais une pseudo-amitié où en fait j'avais besoin de poser des questions et j'avais besoin qu'il soit là, j'avais besoin de se comprendre ce qu'il fait. À partir de ce moment-là où tu te manges une claque, première claque à cet âge-là, clairement, même j'imagine que ton oncle, tu le vois pas souvent après ça. Non, effectivement, c'est vrai, on se voit pas souvent. Il a dû entre 88, 89 et 97, 98, il a dû venir en tout pour tout peut-être 3 fois. Ok. Alors, comment tu forges ton avenir à cet âge-là pour en attendant de le revoir, on va dire? Je me pose pas de questions. Puisque je n'imagine même pas de forger à travers lui ni avec lui. Mais ce qui se passe, c'est que même si jamais je ne le vois pas, lui très régulièrement va prendre de mes nouvelles. Il va peut-être détecter quelque chose en nous, en moi, et très régulièrement, il va appeler quand il appelle à la maison. Ben moi, je prends le téléphone et je lui demande comment il va, ce qu'il fait, et il me demande ce que je fais. Et il insiste sur une chose, l'éducation et les codes. Ok. Mes parents ne savaient pas lire et écrire. Lui avait appris à se débrouiller, c'est-à-dire qu'il arrivait à déchiffrer des lignes, mais il n'était pas, pas alphabétisé. Et donc, c'était important pour lui que moi, par contre, je sois bon à l'école et que je sois l'un des meilleurs. Donc, très souvent, quand il m'appelait, il me le rabâchait. Et chaque année, enfin, une année sur deux, quand j'avais des bons résultats scolaires ou quand je passais d'une classe à une autre, je recevais un cadeau. Et il me laissait le choix du cadeau que je recevais. Ok. Donc, c'était plutôt sympa. Et surtout, en fait, une forme de motivation. Ouais, il entretient. C'est ça. Souvent, en fait, on se dit, les études, jusqu'à bac, c'est pour faire plaisir aux parents. Et ben là, moi, j'avais le rôle et le devoir de faire plaisir aux parents, bien évidemment, mais également de lui faire plaisir à lui. Parce que justement, il me suivait et il m'accordait beaucoup d'attention. Donc, je pense que c'est ça qui a un petit peu continué à tisser et amplifier nos liens. Ouais. Moi, je retiens déjà 2 choses. C'est que la première, dès ton plus jeune âge, tu as un mentor. Et la seconde, c'est que t'es pas obligé d'avoir fait des grandes écoles où tu peux simplement savoir à peine lire et écrire et gagner beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Ouais. C'est que plus j'avançais au niveau des études, je me disais, mais attends, moi, au niveau des études, d'accord, mais en fait, mon oncle, d'après ce que j'entends de lui, il a quand même monté un empire financier. Donc, il sait pas lire et écrire, mais comment il a fait? Quels ont ses axes de progression, ce par quoi il est passé? Et tout ça, en fait, c'est difficile d'en parler au téléphone. Et puis, en fait, les Africains sont pas très expressifs à ce niveau-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai une promesse de sa part qui me dit que si tu passes ton bac et que tu as ton bac, je t'invite à venir me voir. Donc, en Thaïlande. Donc, je vais m'accrocher à ça. Et je m'accroche à ça la dernière année, l'année de la terminale, l'année du bac. Et effectivement, avant même d'avoir les résultats,
Je lui dis, de toute façon, j'arrive. Et il m'a dit, faut quand même avoir les résultats. J'ai dit, quoi qu'il arrive, je serai là. Donc, je crois peut-être 8 jours après les résultats, j'ai eu le bac, hein. Ouais. Voilà. 8 jours après les résultats, j'arrive en Thaïlande, j'arrive à Bangkok, le quartier de Sukhumvit Sahitnana. Et là, en fait, je découvre une communauté d'Africains installés là-bas. C'était un quartier musulman. Et il y a une communauté d'Africains qui était installée là-bas depuis plusieurs, peut-être décennies, et qui commerçaient avec l'Afrique. Et en fait, ça, je ne me l'imaginais pas. C'est-à-dire que c'est vrai que mon oncle me parlait, je savais que mon oncle était là-bas, mais je n'arrivais pas à le visualiser. Et le fait de voir d'autres personnes, de voir des cercles de commerçants, de personnes qui s'entraident, des cercles d'affaires, mais présents, sur place, je me mange une autre claque. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, oui, il y a du melting pot, c'est pas qu'en France, mais c'est là-bas également. Et tout le monde avait l'air de se respecter. Et là, en fait, je comprends qu'il y a plusieurs circuits. C'est-à-dire que quand j'arrive, je vois lui qui est dans le textile, et notamment dans la friperie. Je vois qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'ameublement, d'autres personnes qui sont spécialisées peut-être dans le carrelage, et que en fait, chaque fois qu'il y a des opportunités d'affaires, il y a un réseau qui se tisse selon par intermédiaire de leur spécialité. Ok. C'est ouf. Ouais, c'est en 98 ans. Ouais. 98 et j'avais 18 ans, 19 ans. En fait, il y a, là, je suis en train de me dire, ok, donc, pendant la première partie de ta jeunesse, tu vis dans un milieu très multiculturel, pardon, et donc tu vois pas de différence en soi. Tu pars vers 18 ans après le bac, tu vois un autre milieu dans lequel il y a aussi beaucoup de cultures différentes, mais j'ai l'impression que c'est pas la même culture. Là, c'est plus la culture du business qui ramène les gens, alors que là où tu vivais à l'époque, c'était pas du hasard, mais les gens, les familles, les parents étaient venus pour une autre raison. C'est vrai que c'était différent. On était dans un milieu modeste. Il commençait déjà à avoir, faut se rappeler quand même qu'on était dans les années 90, qui est un contexte qui est particulier, que en fait, aujourd'hui on parle de trafic de stupéfiants, mais c'était implémenté au niveau des quartiers déjà à l'époque, que la culture business elle est présente dans les années 90 dans les quartiers, à degré moins important peut-être qu'aujourd'hui, hein, je pourrais pas dire, mais c'est différent. Et alors que là, quand j'atterris en Thaïlande et que je vois ces cercles d'affaires, les gens se mettent autour d'une table et parlent business. Et quand ils parlent de business, ils parlent de quantité, ils parlent de containers, ils parlent d'acheminement, ils parlent de transitaire, de fret, de charges fixes. Je découvre des mots que j'avais peut-être vus à l'école ou pas forcément, mais de façon théorique. Et là, je les vois en mode pratique. Je vois à quoi pourrait me servir de tableur Excel. Alors qu'auparavant, pour moi, c'était juste un moyen d'avoir une bonne note à l'école. Ouais. Et là, en fait, tout commence à prendre forme. Mais le temps de le conscientiser, ça mettra encore quelques années. Là, je suis en pleine phase de découverte, où là, je me rends compte que en fait, toutes les communautés sont capables de faire du business, que auparavant, en France, je n'avais pas de rôle modèle. Ouais. En France, mon rôle modèle, c'était le dealer du quartier. Okay. Celui qui avait le Renault 19 cabriolet vert. Dédicace à toi, si tu te reconnais. C'était mon rôle modèle. Et arrivé là-bas, mes rôles modèles, ça deviendra pas mon rôle, mais mes rôles modèles me parlent de construire des immeubles à Bamako ou au Sénégal. D'investissement de plusieurs centaines de millions de francs. Je dis waouh. Et là, en fait, je comprends qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a d'autres choses, et que, en fait, mon quartier, c'est bien, que la ville où je vais à l'école, c'est bien, que l'Île-de-France, peut-être, c'est bien, et encore, on était vraiment très restreint, parce que à l'époque, on sortait pas beaucoup. Ouais. On était vraiment dans ton quartier ou dans ta ville, mais tu sortais peu. Ouais. Et je commence à comprendre que le monde, il est vaste, et que peut-être, il y a des opportunités partout ailleurs. C'est hyper important ce que tu dis, parce que encore aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup avec des jeunes, on voit encore ça, des jeunes qui sortent pas de leur quartier. Jusqu'à une fois, j'ai entendu une anecdote d'un pote qui était parti justement en Thaïlande, mais en vacances. Il était parti avec les gars de son quartier, et la plupart, c'était des petits de son quartier. Même en Thaïlande, ils restaient enfermés dans leur chambre à jouer à la Play. Tu vois? Wow. C'est fou quand même. Et t'es resté combien de temps à ce moment-là en Thaïlande? Je suis pas resté longtemps, je suis resté 5-6 semaines. Et après, t'es rentré en France pour continuer les études, j'imagine. Exactement. Je viens d'avoir mon bac. Donc après, je fallais que je fasse je suis allé à la fac et j'ai fait un BTS. BTS technico-commercial. Très bien. J'ai une petite surprise sur toi. Je vais te faire écouter un truc.
C'est un ami en commun. Salut Je vois qui Osama, écoute, je te laisse vocal parce que je sais que tu vas recevoir mon grand ami Ibrahima Sissoko. Ibrahima, écoute, je l'ai connu il y a plus de 20 ans maintenant puisque en fait nous avons partagé les bancs de l'école. Nous avons passé notre BTS ensemble il y a plus de 20 ans. Donc durant ces 2 années, nous avons appris à nous connaître, nous avons développé une relation forte. On s'est tapé des délires d'étudiants, on a fait des bêtises d'étudiants, mais on a surtout obtenu notre BTS. Et Ibrahima a toujours eu des résultats très satisfaisants. C'est-à-dire que il nous arrivait régulièrement de partir en retard, mais on n'oubliait jamais d'arriver à l'heure. Et suite à ça, donc à l'obtention de notre BTS, la vie a fait que pour plein de raisons, nos chemins se sont un peu séparés. On s'est un peu perdu de vue, sans jamais oublier de se chercher. Et quand on cherche, on finit par trouver. Et donc on a fini par se retrouver et nos chemins se sont recroisés dans le cadre d'ailleurs des déterminés que tu connais. Et donc Ibrahima est devenu un serial entrepreneur, ce qui m'étonne pas du tout, parce que il a de l'énergie à revendre, il a une tête bien faite, qui tourne bien, et surtout il a la culture du partage, de l'amour, de l'entraide, et c'est pour ça en fait que c'est un être que j'apprécie. C'est pour moi un exemple d'humanité. Tu n'oublieras pas de l'embrasser très fort de ma part, et je te fais également une bise à toi. Ciao. Miguelito. Oui, Miguel Francisco, très très bon ami. Alors, t'en penses quoi de ce message? Ça touche, forcément ça touche. C'est quelqu'un, voilà, comme il a dit, hein, on s'est rencontrés à Saint-Germain-en-Laye, au lycée Léonard de Vinci, voilà, en BTS. En BTS, à l'époque où on s'est rencontrés, c'est à ce moment-là que je crée ma première boîte, une boîte de distribution de prospectus et de collage d'affiches, Caméléon Diffusion. D'ailleurs, en fait, dédicace à Urbanac, parce que c'est grâce à Urbanac qu'on a ensuite décidé de monter cette boîte-là. Ok, comment ça s'est passé? Simplement, en fait, j'avais été en Angleterre pour le jour de l'an 2000. Ouais. Et puis là, je rencontre une personne qui s'appelle Radid, qui deviendra un ami. Et là, il me dit qu'il veut monter une boîte. Je lui dis, mais c'est-à-dire? Il me dit, je veux monter une société, je veux faire de la distribution de prospectus. Le projet m'a l'air d'être viable. Par contre, il n'est pas structuré du tout. Mais vraiment pas. Et là, je me dis que moi, derrière mes tableurs Excel, derrière moi, la façon dont j'avais déjà à l'époque de pouvoir structurer les choses, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai été bosser chez Urbanact, le concurrent, enfin, le leader de l'époque. Je suis resté à peine 3-4 jours, mais ça m'a permis de comprendre comment il fonctionnait, comment ça se passait, les directives, les différentes directions. Et dédicace à Didier, d'ailleurs, on s'est retrouvé sur LinkedIn il y a peu. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est possible, on peut le faire. Et donc là, après, on a monté à 2 Caméléon Diffusion. Je suis resté un an, on va dire 12-14 mois dans cette boîte-là. Okay. C'était plutôt sympa. On a beaucoup travaillé pour peu. Et ben c'est génial, mais après c'est une première expérience, mais surtout déjà, tu vois, j'imagine que c'est inconscient, mais le fait de décider d'aller en immersion entre guillemets chez le futur concurrent, c'est par rapport à l'apprentissage que tu as eu en Thaïlande, le fait de comprendre que il faut voir la réalité du terrain pour comprendre les mécanismes, etc. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris de mon oncle. Et en fait, l'ensemble des choses qu'aujourd'hui je mets en place et que je développe ou que j'industrialise sont issues de l'intelligence collective et de ce que j'ai vu, ce que j'ai moi-même vu et pratiqué. Par rapport à mon oncle, simplement, il y a le concept est assez important, c'est que il m'a appris à faire du business. D'un business de sa manière à lui. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que tous les 6-8 mois, il allait chercher une personne en Afrique, notamment au niveau du Mali, que ça soit un cousin, un demi-frère ou autre. Il le ramène dans ses effectifs. Il le formait pendant 2-3 ans à tout ce qui était détection de produits à la mode, à la partie transit, la partie fret, acheminement, dédouanement, logistique, comptabilité, tout ce que tu veux. La personne devenait assez polyvalente pendant 2-3 ans. Ensuite, au bout de 3 ans, il lui disait, voilà, aujourd'hui, t'as la capacité de pouvoir prendre ton envol. Bien évidemment, il avait mis un petit peu d'argent de côté parce que si, par exemple, il devait te payer, je dis une bêtise, 1 000 €, il y avait 500 € pour lui et 500 € que mon oncle mettait de côté pour lui chaque mois. Okay. À la fin, il constituait un capital. Il lui disait, bon, s'associe à 50-50. Je paye les locaux, je mets à disposition les ressources dont tu as besoin.
Tu mets du capital, je mets du capital, et puis on commence. Ok. C'est comme ça qu'il faisait. Et au bout de 3 ans pile poil, mon oncle lui disait, maintenant, t'es capable de faire tout seul. Par contre, maintenant, tu fais tout seul. Je reste ton fournisseur. Et c'est comme ça qu'il avait monté son empire financier. Et c'est comme ça qu'il avait, au moment où moi j'arrive, où je retourne le voir et je resterai 14 mois avec lui entre 2003 et 2004, voire 2005. Ouais, enfin, dans cette période-là. Jusqu'à 2004. Allez, il travaillait dans 9 pays différents. Waouh. C'est-à-dire qu'il est vraiment connu, mine de rien. Little Sako, dans la communauté de Soninké malien issu du cercle de Nyoro, oui. Parce qu'en fait, il a été l'un des précurseurs. Moi, on me dit de lui, je suis encore en contact avec lui. Aujourd'hui, maintenant, il vit au Gabon. Hein. Et en fait, j'oublie pas de zapper assez régulièrement parce que quand même, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit de lui qu'il a été un précurseur, qu'il a ouvert la voie, qu'en 85, il fallait aller en Thaïlande, quand on connaissait personne, et qu'il y allait, lui, le petit Sako. Wow. Incroyable. Est-ce qu'on peut revenir légèrement en arrière, au moment où tu es en BTS? Est-ce que tu as une petite anecdote sur toi ou comment ça se déroulait? Anecdote, la seule chose que j'ai quand même une anecdote. Ouais, j'ai quand même une anecdote. J'en ai une pas mal. C'est que, en fait, on était, moi et mon associé, sur la distribution de prospectus, tard le soir, pour le Factory Café à l'époque, hein, Factory Club, Factory Café. Et on avait un collage d'affiches. Par contre, il fallait absolument ramener les affiches dans nos locaux. Ouais. On avait des locaux à Montreuil, 14 avenue Pasteur, centre building d'affaires Pasteur. Sauf qu'on finit trop tard, il est peut-être 1h, 1h30 du matin, donc il n'y a plus de métro. Moi, le lendemain, j'ai cours et je me dis comment je vais faire. À l'époque, il n'y avait pas de moyens. Donc, j'ai marché. On a marché, il faisait extrêmement froid. Ouais. On a marché, j'ai été le seul à marcher jusqu'à Montreuil. Okay. Voilà, donc je suis arrivé à Montreuil, je suis arrivé au bureau. Et donc, quand j'arrive au bureau à Montreuil avec mon seau de code, d'eau avec de la code et mes affiches, je suis content d'arriver au bureau. Et je vais ouvrir la porte, je me rends compte que j'ai oublié les clés. Il est 3h45 du matin. Et il n'y a pas d'Uber. Pleuré comme une madeleine. Ah ouais. Je me suis couché par terre à même le sol. J'ai trop bien dormi. Et ça, c'est les aléas d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours pouvoir faire preuve de résilience et de se dire que ce qui se passe, ce que l'on vit, doit devenir une leçon. Ouais. C'est pas un échec. La chose que je me suis dit le lendemain, c'est OK, la prochaine fois avant de partir, tu vérifieras que tu as bien les clés. Et plus jamais j'ai oublié les clés. Tu sais ce que je fais, moi, quand il m'arrive des trucs comme ça? Ouais. Je m'autorise à être énervé ou à pleurer s'il faut pleurer ou être triste ou quoi que ce soit. Mais je m'autorise juste sur le moment, sur la soirée ou sur un maximum la journée, selon le délai, l'énergie que ça m'a pris. Mais à chaque fois, le lendemain, je me dis, je repars de zéro et j'y vais. Et ça fait du bien. En tout cas, ça marche chez moi, donc ça peut servir. Je pense qu'il fallait passer par là. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il fallait passer par là. Clairement. J'ai une deuxième anecdote à te faire écouter pour le coup, mais ça c'est plus à l'école. Et on retrouve notre cher ami Rue Miguel. Je me souviens d'une prof qui était d'ailleurs notre prof principal et qui nous délivrait des cours de marketing et qui avait probablement une méconnaissance de la banlieue, de tout ce qui s'y rapporte et des gens qui y habitent. Et donc, voyant arriver Ibrahima, grand, fort, dans son survêt Lacoste jaune poussin, parce que c'était la mode à l'époque, elle a eu des a priori et des mauvais préjugés le concernant. C'était flagrant. Et j'ai déjà à l'époque été frappé par la capacité d'Ibrahima à se faire reconnaître à sa juste valeur, à travers des propos structurés et percutants, et surtout à travers une attitude toujours bienveillante, toujours avec le sourire, pleine de bonhomie. Et donc, résultat des courses, il finit par être le chouchou de cette prof-là. Et donc, ça montre bien à quel point, en fait, Ibrahima, partout où il passe, les gens en gardent un souvenir mémorable. Et je pense d'ailleurs que ça sera le cas pour toi aussi, Osama. C'est beau ce qu'il dit quand même. Ouais. Non, mais Miguel, il a été trop élogieux, là. Ah ouais, tu trouves? Ouais, en fait, ouais. Moi et Miguel, on s'apprécie énormément et on a appris à se découvrir. Ce que moi, j'ai énormément apprécié avec Miguel, c'est que justement, quand j'arrive à Saint-Germain-en-Laye dans cette classe, c'est la première personne qui est venue vers moi.
j'étais pas de ce cercle-là, j'étais pas de ce milieu-là, j'étais pas de Saint-Germain-en-Laye, j'étais de Chanteloup-les-Vignes, c'est l'autre côté, on va dire de l'autre côté du périph', entre parenthèses. Et il est venu vers moi, on a commencé à discuter, à échanger, et il y a toujours eu ce côté-là bienveillant et aller vers les autres. Là aujourd'hui, de l'ensemble des personnes avec qui on a été en cours à cette époque-là, Miguel a gardé contact avec tout le monde. Ah ouais, je savais pas ça. Avec tout le monde. Miguel, c'est le point de relais avec tout le monde. Que ça soit Greg qui vit actuellement je crois au Portugal, ça soit Aziz, tout le monde a gardé contact avec tout le monde. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est ce qui fait Miguel. C'est son côté relationnel, l'empathie, son empathie et son besoin et son envie d'aller de l'avant toujours et de partager. Et dans cette notion de partage. Et même à l'époque, en fait, le point commun qu'on avait, c'était cette notion de partage et ce besoin d'excellence. Parce qu'il a quand même un besoin d'excellence. Il avait toujours envie d'aller au-delà. Et ce que j'aime beaucoup chez lui aussi, c'est qu'il a pas peur de parler d'amour. Ouais, effectivement. Et ça fait du bien aussi. Ouais. Non, c'est que ça donne sens. Ouais. Ça donne sens aux choses. Ouais. C'est comme aujourd'hui, en fait, on me pose la question, on me dit, mais Ibrahim, où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux repousser comme limite? Et je dis, déjà, une première chose, c'est pas des limites financières. Aujourd'hui, je n'entreprends pas pour devenir riche financièrement. Non, j'entreprends parce qu'en fait, j'ai besoin de régler des problèmes sociétalo-économiques ou sociétales. J'ai défini une souffrance et je me dis, par rapport à cette souffrance-là, je veux y apporter une contribution. Jamais c'était pour l'aspect financier, je resterai consultant. Ok. Ça suffirait largement et je vivrais très bien avec 100 fois moins de problèmes. Ouais, parce que l'entrepreneuriat, c'est sacrée aventure. Hein. C'est une aventure. Alors, donc BTS, toute ta première boîte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je fais le BTS, mais après, école de commerce, pas forcément. Pas forcément, je continue pas. J'ai l'opportunité cette fois-ci de retourner en Thaïlande, mais avec une fonction différente. Là, c'est plus en observation. C'est moi qui fais la proposition. Je dis à mes oncles que je peux les aider à faire des économies parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai 7 oncles qui vivent là-bas. Et là, je leur dis, je peux les aider à faire des économies. De 15, en termes d'estimation, entre 15 et 35 000 euros par entité par an. Ça commence à devenir assez important. Et je leur dis que je peux centraliser leurs achats. Moi, mon but, c'était, d'apprendre, travailler avec eux et bien évidemment, gagner de l'argent. Donc, à ce moment-là, je m'envole pour la Thaïlande, où là, en fait, je ne suis plus un invité, mais là, en fait, je deviens entre parenthèses, un employé. Parce que la famille ne paye pas. Ne paye pas. Mais j'ai appris autre chose. Ouais. J'ai appris dans le domaine du fret, dans le domaine du transit. J'ai appris ce que c'était qu'un bal. Un bal, c'est 400 kilos sous pression. J'ai appris comment remplir un container, le nombre de balles qu'il y avait dans un container. J'ai appris énormément de choses. Okay. J'ai appris la logistique, j'ai appris la négociation. Et là, c'était vraiment super riche. Ouais. Donc la famille, elle paye pas, mais elle transmet beaucoup d'apprentissage. Ouais. C'est ça qu'il faut récupérer. Des fois, il faut se dire, surtout quand on part en apprentissage, quand on veut acquérir des notions ou acquérir une expertise, il faut accepter de sacrifier du temps, tout en sachant que le temps, c'est de l'argent. Ouais. Mais si on a cette capacité-là, si on a la possibilité de sacrifier ce temps-là, il est clair que le bond en avant qu'on va faire, c'est pas un bond en avant d'1 an ou 2 ans. Non, c'est 3, 4, 5 ans. Ouais. Moi, je dis toujours qu'il y a 3 manières d'apprendre. La première, c'est de se former. Quels que soient les types de formation. Formation en e-learning, formation en continu, en présentiel, tout ce que tu veux, c'est la formation, c'est la théorie, acquérir cette théorie. La deuxième, c'est le retour d'expérience. Un retour d'expérience est aussi formateur qu'une formation. Ouais. On peut décrocher d'une problématique en écoutant une personne qui a eu la même problématique. Bien sûr. Et la troisième chose, c'est la mise en pratique. De la théorie à la mise en pratique. Et forcément, la mise en pratique, on va dire, elle est plus puissante parce que quand tu mets en pratique toute la théorie que tu avais, le canevas, le template que tu avais, il va se déconstruire au fur et à mesure parce que tu vas comprendre que ce n'était qu'une trame. Ouais. Et que ça ne se passe pas comme sur un papier. Ouais. Jamais. La réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Ouais, on appelle ça des itérations dans le jargon. Exactement. Le fait d'itérer. C'est super important. Donc tu pars en Thaïlande, t'apprends beaucoup de choses, tu entreprends, tu t'es pas payé, mais tu apprends. Donc exactement. C'est comment dire, c'est ton
C'est ton mantra quelque part. C'est ça, ça va être mon mantra. Ça va être mon mantra parce que je vais commencer à businesser un peu, mais surtout, je vais travailler pour les autres. Ouais. Tu reviens en France et tu continues d'entreprendre en tout et pour tout. T'as créé combien de boîtes? Quand je suis revenu en France, j'ai pas entrepris tout de suite, pas du tout. Okay. Là, en fait, je découvre Free, un fournisseur d'accès à Internet. Ouais. Et donc, je vais travailler chez Free en tant que conseiller multimédia. Et par la suite, je deviendrai technicien itinérant. Mais en fait, je vais passer 4 ans chez Free où je vais apprendre ce que c'est que les nouvelles technologies d'information et de la communication. Ça me plaît. Je me rends compte que j'ai une fibre à ce niveau-là. Et je vais aller plus loin. Là, je me dirige plutôt vers la partie pas hardware, mais la partie software. Et je veux comprendre comment on fait pour développer des applications. Donc ensuite, j'ai l'opportunité de faire une reconversion professionnelle pour devenir concepteur, développeur informatique. Pour ça, il va falloir que j'aille loin. Je vais aller vers Nancy. Ok. Et c'est dans ce cadre-là qu'ensuite, je reviendrai en Île-de-France pour travailler pour une SS2I. Et quand je vais travailler pour cette SS2I-là, c'est là que je vais développer une expertise. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur plusieurs projets, des projets télécom. J'ai travaillé sur des projets liés à la banque, BNP Paribas Immobilier. Je vais travailler pour un ensemble d'acteurs et en découvrant de nouveaux métiers, je découvre de nouvelles fonctionnalités. Et là, je commence à m'attacher à la partie BI, Business Intelligence, la partie de gestion et de traitement au niveau des données. Ok. Voilà. Et en fait, je vais commencer à développer une expertise au niveau de la BI. Et de là, je deviens consultant indépendant. Donc là, je vends de la prestation. Donc là, je commence à m'enrichir moi. Tout ce que j'avais acquis, je le mets en pratique pour des clients. Donc là, en fait, en étant consultant, forcément, tu as un TGM, un taux journalier moyen. Donc je facture. Et donc là, je commence à m'en sortir financièrement. Et à partir de ce moment-là, je me dis, OK, c'est bien ce que tu as fait, mais est-ce que tu peux aller plus loin? Et je vois qu'autour de moi, il y a un certain nombre d'opportunités. Et c'est là que je vais recommencer à entreprendre. Okay. Pendant un moment, j'ai dit stop. J'ai essayé de faire des choses qui n'ont pas fonctionné parce que je pense que je voulais griller les étapes. Ok. Voilà. Alors que là, en fait, avec l'informatique, j'ai dû me déconstruire pour me reconstruire. Et c'est au moment de cette reconstruction que j'ai pu analyser et me dire, voilà, quelles sont les compétences que tu peux commercialiser, monétiser. J'ai hésité. J'ai pu voir quels étaient mes axes de progression, quelles étaient mes forces et mes faiblesses. En listant mes forces, là, j'ai dit, OK, là, maintenant, tu peux y aller. Et quand j'ai décidé d'entreprendre, forcément, on n'entreprend jamais seul. D'où l'importance de toujours bien s'entourer. Et il fallait que j'établisse une complémentarité avec les gens qui étaient autour de moi. Si j'ai décidé de m'associer à telle ou telle personne, c'est parce qu'il avait une compétence, soft skills, hard skills, que moi, je n'avais pas. Et c'est comme ça qu'en fait, on va commencer à créer ma première entreprise de services numériques qui va fonctionner. Et puis ensuite, une boîte de portage qui va fonctionner. Ensuite, un organisme de formation, ça va fonctionner. Et puis, voilà. Et il y a une chose sur laquelle on peut revenir aussi, c'est que malgré le fait que soit tu travailles ou tu entreprends, tu te formes encore. Toujours. Tu te formes. Toujours. Et à un moment donné, tu commences même les cours du soir. Exactement. Ce qui se passe, c'est que je travaille pour la SS2I en 2012 jusqu'à 2014. Et à un moment, je comprends que je vais arriver rapidement vers un plafond de verre. Un plafond de verre. Ouais. Et je me dis, pour passer ce plafond de verre, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, à ce moment-là, je vois le CNAM et je vois un diplôme d'ingénieur en architecture et intégration des systèmes logiciels. Ça me permet d'avoir une légitimité, de renforcer mes connaissances et d'aborder des spectres et des matières que je n'avais pas vues auparavant. Parce que je ne suis pas issu de la culture informatique et de la culture ingénieur. Ouais. J'ai une question à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient la charge de travail à faire, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on procrastine, parce qu'on voit toute la charge de travail au lieu de commencer. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es pas dit, flemme, tu vois, en gros? Parce que je me l'étais dit auparavant. Parce qu'en fait, j'ai vécu ça auparavant où je m'étais dit, flemme. Mais parce que je m'étais dit flemme, je n'avais pas avancé. Et là, je m'étais dit, OK, là, donne-toi des objectifs atteignables. Mon objectif, quand j'ai commencé ce cursus-là, c'était même pas d'avoir diplôme d'ingénieur. C'était de suivre les cours. OK.
Donc déjà, psychologiquement, tu commences par la facilité, pardon. Exactement. Je savais qu'il fallait que je monte en compétences sur des aspects, des thématiques que je ne maîtrisais pas forcément. Et mon but, c'était de pouvoir comprendre ces thématiques-là, quitte à refaire une année et refaire une autre année. Je m'étais donné pour ça 3 ans où il fallait que mon but à l'époque, c'était de devenir un des meilleurs développeurs Java. Et après, plus j'avançais, plus je me rendais compte que Java, c'était bien, mais c'était pas ce qui me plaisait vraiment. Et je m'intéressais plus à tout ce qui tournait autour de la base de données et de la gestion de la donnée, le traitement et la gestion des données, que d'autres choses. Parce que pour moi, c'était le nerf de la guerre. Et effectivement, c'est le nerf de la guerre. Donc, se donner des objectifs atteignables. Et même si, en fait, aujourd'hui, par exemple, très simplement, aujourd'hui, j'ai commencé en 2019 un parcours chez Epitech. C'est un MBA, Management et Entrepreneuriat IT. Ok. Magnifique. Epitech, c'est une super bonne école. J'ai pas de diplôme. J'ai commencé en 2019. J'aurais dû finir en 2021. J'aurais redemandé de reprolonger. Mais aujourd'hui, avoir le diplôme, ça aurait été très bien. Je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai d'autres axes, à développer. Mais ce que j'y ai appris, c'est ça qui est important. Ouais. Et ça m'a coûté effectivement, je crois, 21 000 ou 22 000 euros. Mais ça n'a pas de prix. Parce que ce que ça m'a permis de faire, et même mon entourage me dit, c'est-à-dire que en fait, mes associés, les gens qui travaillent avec moi me disent que ce MBA t'a donné encore une nouvelle dimension. Et la dimension la plus importante qu'elle m'a donnée, c'est apprendre à apprendre. Ouais, super important. Super important. Apprendre à apprendre. Et donc aujourd'hui, quel que soit ce que je suis amené à faire, j'ai quand même, quoi qu'il arrive, toujours un programme. Pour faciliter un certain nombre de choses, j'ai un groupe de lecture avec mon neveu et 2-3 personnes où en fait on choisit des livres que 1 ou 2 vont lire et on va échanger, partager autour. Pour d'autres choses, je fais de la veille. Là, à ce moment-là, je vais m'entourer via des groupes WhatsApp ou Telegram d'experts, de spécialistes dans des questions particulières. On va soumettre un sujet et on va échanger dessus. Ce qui permet en fait d'avoir tout de suite un retour d'expérience d'experts dans le domaine. Je ne suis pas expert en énergie renouvelable, je ne suis pas expert en développement durable, mais aujourd'hui, j'ai une expertise. Ça me fait penser à, je crois que c'est la pyramide d'Edgar Dale, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est sur l'apprentissage et en fait, il t'explique les différentes façons d'apprendre. En gros, tout début sur la pointe, à lire, écouter, etc. Mais ça, tu retiens que 10% au bout de 2 semaines. Et tout en bas, donc c'est la partie passive. Mais la partie active, c'est exactement ce que tu viens de faire, d'échanger sur un thème, etc. Et le côté 1 + 1 = 3. Et en fait, le fait de faire ça, ça te permet de retenir 80 ou 90% de ce que tu as appris 2 semaines plus tard. Clairement, c'est super efficace. Tu vois, c'est super efficace et surtout échanger avec des experts et des gens qui ont une expertise et qui sont passionnés par leur métier. Ouais. Parce qu'ils vont aller plus loin. La notion de ce qu'on va avoir peut-être sur une thématique, sur un livre ou sur un site, c'est très bien pour avoir des bases. Mais après, quand on va aller plutôt dans le concret, des cas pratiques et des use cases, on a besoin de s'entourer de personnes qui ont déjà pratiqué. Et c'est avec ces personnes-là qu'on apprend. Ouais. Malheureusement, on va pas pouvoir détailler ta vie en détail parce qu'il faudrait plus d'un podcast, tu vois. Mais voilà, t'as été, comme l'a très bien dit Rue Miguel, un serial entrepreneur. T'as été producteur de rap aussi, entre autres. T'as fait plein de métiers. Mais est-ce que tu peux nous dire 1 ou 2 exemples de grosses claques, pas d'échecs, comme on a dit, mais de grosses claques ou d'apprentissage que tu as eu? Des grosses claques, je pense que j'en ai eu plein. Et j'en ai tout le temps. Et j'ai pas fini d'en avoir et je pense pas avoir fini d'en avoir. Après, oui, on pourrait... Une pas mal avec mon oncle. Justement, c'est que au tout début, enfin c'était dans les débuts, ça devait être aux alentours de 2004, on me confie un portefeuille financier pour acheter des chaussures. Moi, je juge que les chaussures, de ma grande expérience zéro, je juge que les chaussures qu'on veut prendre ne sont pas adaptées au marché. Et en fait, à l'époque, c'était les requins qui, moi, me sonnaient à la vue, à l'oreille, à tout ce que tu veux.
Et je me disais, bah non, jamais tu ramènes des requins en Afrique pas cher, ça va fonctionner. Donc il y a un client potentiel à qui j'envoie une paire et qui me dit oui, c'est bon, je la prends. Mon oncle m'avait toujours appris que à partir du moment où en fait tu as un client qui est intéressé par un de tes produits, fais en sorte qu'il s'engage. L'activation. L'attraction, c'est bien, mais l'activation, c'est mieux. Fais en sorte qu'il s'engage. Et comment il peut s'engager s'il y a même un acompte ou un art financier. Moi, je suis emballé. Je me dis, waouh, il en veut 1000. Bah, clairement, je vais en commander 3000. Alors que j'avais un portefeuille pour en acheter que 1500, voire 1800 max. Je me suis emballé. Il m'a rien pris. Il m'a rien acheté. Je me suis retrouvé avec 3000 paires qu'il fallait vendre. Et surtout, mon oncle n'était pas au courant que j'avais joué avec son argent. Ah ouais. Donc, il a fallu lui dire. Ça, c'est dur déjà. C'est très dur. Ouais. Quand surtout on t'a fait confiance, quand tu as accès à tout, et que là, en fait, tu lui dis clairement, j'ai trahi ta confiance. Donc, il a fallu déjà, au début, je voulais pas lui dire, donc je suis passé par des cheminements, et puis au bout d'un moment, face au mur, j'avais pas le choix. Donc, je lui ai dit. Et il m'a dit oui, c'est pas grave. Ce qui a été extraordinaire, c'est que plutôt que de me réprimander, il a cherché tout de suite à résoudre le problème. Okay. Et pour moi, c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur est là pour résoudre des problèmes. Donc, on peut s'apitoyer sur son sort et dire il aurait fallu que, mais tu sais, d'accord, c'est très bien. Effectivement, c'est bien de faire une rétrospective, revenir en arrière pour voir ce qui n'a pas été. Mais l'important sur le moment, ça a été ok, d'accord, t'as fait ça, c'est pas grave, faut qu'on trouve une solution. Okay. Quel effet ça t'a fait, toi? Quel effet ça t'a fait? Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a donné confiance en moi. Enfin, au début, j'ai trouvé ça hyper bienveillant. Ça m'a ému. Et ça m'a donné confiance en moi en me disant que ça aurait été d'autres personnes. On serait revenu, on aurait dit mais pourquoi t'as fait ça? Ouais. Et lui, ça a été tout de suite quelle solution on va apporter. Et je me suis dit voilà l'exemple qu'il faut que je suive. Ouais. Il faudrait que si jamais je suis amené à entreprendre un jour ou continuer à entreprendre, il faudrait que j'ai son exemple là. Parce que lui, il a réussi et c'est comme ça qu'il réussit. Ouais. En réalité, ça va au-delà de l'entrepreneuriat parce que l'éducation des enfants, en réalité, c'est comme ça que ça doit se faire, je pense. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience. C'est-à-dire que quelque chose n'a pas fonctionné, très bien. Comment faire pour rebondir? Ouais. Le but, c'est toujours de rebondir et de toute façon, une éducation n'est pas linéaire. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'éducation, elle est apportée par l'école, ou elle est apportée par les parents, ou elle est apportée par l'environnement, ou par des livres. C'est un cumul de l'ensemble de ces éléments-là. Ouais. Je suis très content, et je vais t'expliquer pourquoi je suis très content, parce que tu viens de parler de basket, et ça va être le sujet du podcast. Je vais te raconter un petit peu l'histoire des sneakers, mais à travers la NBA. Globalement, vraiment globalement. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la sneakers, elle est arrivée à peu près, enfin, la basket vraiment de sport, pour le coup, elle est arrivée dans les années 60. Et c'était la marque Converse qui avait le monopole, tu vois. Ils étaient tellement implantés qu'elle fournissait même l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Wow. Donc c'est comme ça que elle a été commercialisée et surtout connue un petit peu en France. Quand tu regardes dans les films des années 60-70, tout le monde a des Converse, que ce soit pour le sport, etc. D'accord. Donc, elle arrive aussi dans le basket, naturellement. Et au début, enfin, dans les années 70, t'as Adidas et Puma qui commencent à entrer aussi dans le game et qui concurrencent Converse. À tel point que, je crois que c'était dans les années 74, je suis pas sûr, que Adidas, quand ils sortent la Superstar en cuir, c'est la première paire en cuir qui sortent, 90% des joueurs de NBA la portent. Tu vois, c'est une grosse claque. Après, en 80, il y a Nike qui arrive. Eux, ça fait 10 ans qu'ils essaient de s'implanter dans la NBA aussi. Donc, ils arrivent sur le marché. Et comment ils font, à ton avis? Je sais pas. Bonne question. Là, je sais pas du tout. Eh ben, ils signent Jordan. Gros coup de com'. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros contrat qu'ils signent. Mais c'est aussi un risque parce que à ce moment-là, Jordan, il sort tout juste de l'école. Il a rien prouvé encore. Et lui, à la base, il kiffait Converse ou Adidas. Il voulait signer avec eux. Sauf que Nike, ils sont venus. Ils lui ont dit, écoute, tu vas avoir des baskets, tu vas avoir des vêtements, tu vas avoir plein de trucs. Et lui, il a, avec son ego, il s'est dit, vas-y, hop, moi, je vais m'identifier à cette marque-là. Et puis, ça sera la concurrence par rapport aux autres joueurs. Et
En fait, ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là, c'est que d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est grâce aux marques que la NBA est connue et qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et pas l'inverse, parce qu'on a tendance à croire que c'est la NBA qui a fait en sorte que c'est les marques, etc., qui s'élèvent. Mais ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que les marques, les sportifs aussi, et la NBA ont tous les trois grandi ensemble. Et c'est ça qui compte au final. Tu vois, parce que tout le monde y gagne. Donc, en fait, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est un peu comme Jordan. Est-ce que t'as pas eu une vision ou une envie d'atteindre un objectif et puis au final te faire rattraper par la vie et te rendre compte que tu devais prendre un autre chemin? On pourrait dire comme ça. Si je te dis clairement que il y a 7 ans en arrière ou il y a 6 ans en arrière, tu me dis Ibrahim, tu serais à la tête du groupe auquel tu es actuellement, je t'aurais dit non, pas possible. Parce que mes ambitions étaient autres. Mon ambition, numéro 1, c'était de devenir le meilleur. Le meilleur dans le domaine d'activité dans lequel j'étais. J'étais loin d'être le meilleur, mais je me disais que 1 plus 1 égale 2, et que le travail paye, et plus j'allais travailler, plus j'allais y arriver. Pour moi, la règle des 10 000 heures, c'est une règle hyper importante. Plus on travaille, plus on y arrive. Sur l'apprentissage, tu veux dire. Sur l'apprentissage, exactement. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, je pense que j'ai eu cette capacité-là à m'entourer, à savoir bien m'entourer. Pas t'entourer pour des raisons, pour des bonnes raisons aussi. S'entourer pour des bonnes raisons, c'est hyper important. Tu veux dire garder une bonne intention, c'est ça? Je dirais plus ou moins que ça, c'est vraiment s'entourer des personnes dont tu as besoin et pas forcément des amis, de la famille. D'accord. Ou des personnes qui sont les premières à être en face de toi. Ouais. Mais c'est vraiment aller chercher les talents qu'il te faut pour assouvir tes ambitions. Et là où j'ai eu une révélation qui arrivait mois après mois, année après année, c'est pas sur les autres, mais sur moi-même. Ok. Parce que j'ai appris à me connaître. Auparavant, je ne me connaissais pas. Donc, quand tu ne te connais pas, tu peux imaginer des choses, mais quand tu te connais, tu ne les imagines pas, tu les visualises. Et là, c'est différent. Là, il a fallu que je me dise, ok, je pensais que je pouvais faire ça. Aujourd'hui, je l'ai fait. Maintenant que j'ai fait ça et que je sais que je peux le faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'il n'est pas possible que je me pose 5, 10, 15 minutes et que je me dise où je serai dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et de là, de déployer vraiment en me disant, ok, les ambitions. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu aimerais? Je ne compte pas ma réussite par rapport à un chiffre d'affaires. Je ne compte pas ma réussite par rapport à un résultat, mais par rapport à un nombre de collaborateurs. Ok. Je considère que ça fonctionne et ça fonctionnera à travers la valeur humaine. C'est l'humain qui amène la valeur, et pas le contraire. C'est l'homme qui fait l'argent et pas l'argent qui fait l'homme. Ouais. Donc, plus j'aurai autour de moi des hommes capables de ramener et créer cette valeur-là, plus on créera de la valeur et plus on créera des emplois qui créeront de la valeur, qui créeront des emplois, qui créeront de la valeur, qui créeront des emplois. Donc, c'est ça que j'ai gardé avec moi et en me disant, la première chose, c'est qu'il faut que tu apprennes toi à te connaître. Et quand j'ai commencé à me connaître, ça a été plus facile pour moi d'identifier autour de moi les compétences qu'il me fallait pour pouvoir avancer. Très intéressant, merci beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, ce que je fais, concrètement, je fais de la stratégie de croissance et du financement hors banque. Ok. Voilà ce que je fais clairement pour l'écosystème, c'est-à-dire que on est amené toujours à échanger sur des perspectives d'évolution, des prospectives également, Ok. perspectives sur 1, 3, 5 ans, prospectives 7, 10, 15 ans. Et comme bien évidemment pour avancer selon le secteur d'activité, selon que ce soit un opérateur économique ou une start-up, généralement il faut des fonds. Et que moi j'ai décidé de ne pas passer par les banques. Ouais. Là, je développe une expertise pour tout ce qui est financement hors banque.
Donc, ça soit levée de fonds, ça soit IPO, introduction sur les marchés financiers, ça soit ICO, sur le marché de la crypto-monnaie, ça soit par intermédiaire d'obligations convertibles en actions indexées à un résultat, qui est un produit financier qui existe, mais qui est très peu connu. Voilà, c'est généralement ce que j'essaie de mettre en place, soit au niveau de l'écosystème ou soit au niveau des porteurs de projets qu'on est amené à accompagner. Oh, bravo. Dernière question pour toi. Comme le Nick Baron, si tu devais faire le bilan. Ouais, non, c'est pas encore l'heure du bilan. C'est pas encore l'heure du bilan. Donc on va dire que en notion de comptabilité, là, on dirait que ouais, on a avancé un peu, mais qu'on est peut-être au premier trimestre. Waouh. Eh ben, je te souhaite d'avancer finir l'exercice encore. comptable. Ouais. D'aller jusqu'à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment top. C'est moi qui te remercie, Oussama. C'était un plaisir. Je te dis à bientôt. Plaisir partagé. Et voilà, c'est terminé. 3 choses que je retiens. En 1, forme-toi et transmets ton apprentissage. En 2, entoure-toi de gens meilleurs que toi. Et en 3, passe de l'imagination à la visualisation pour concrétiser tes projets de vie.